Salut mes chers chefs, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes manager, chef d'équipe, chef d'entreprise, chef de votre vie, ou que vous avez envie de l'être prochainement. Être chef, ce n'est pas juste manager une équipe, c'est plutôt une manière d'être, une manière de vivre, une manière d'avoir de l'impact sur le monde, à commencer par son propre monde. Être chef, c'est aussi avoir conscience de son rôle et de ses responsabilités, c'est avoir envie de s'occuper des gens, d'une équipe. C'est aussi être garant et garante de l'harmonie des relations au travail et d'accompagner nos collaborateurs et nos collaboratrices dans leur évolution. Ici, dans ce podcast, on explore ensemble le rôle de chef, toutes ses facettes, ses difficultés, l'état d'esprit aussi qu'il faut avoir pour l'être, les pratiques de management et l'impact que ce rôle a plus largement sur nous. Je m'appelle Sophie Plumer, je suis chef d'entreprise, productrice de podcasts RH et RSE et coach en management. Mais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en 2021, j'étais consultante en management, puis responsable RH dans une entité d'environ 1000 personnes et je menais des opérations RH en manageant une équipe de 15 collaborateurs. C'est avec ces différentes casquettes que j'ai appris que la pièce maîtresse de toute organisation, c'est le manager. S'il est bon, c'est génial, s'il n'est pas bon, ça fait de gros dégâts. Donc en 2020, je me suis engagée dans l'aventure du podcast pour donner la parole à des chefs inspirants et inspirantes et pour vous partager mes bonnes pratiques afin de vous accompagner au mieux dans votre rôle. 3 ans plus tard, Chef, c'est un podcast de plus de 60 épisodes. C'est aussi un studio de production de podcasts pour entreprises. Ce sont des accompagnements individuels et collectifs sur des sujets de management et ce sont des formats qui fédèrent des chefs de tous les horizons à travers des groupes d'entraide, des dîners et des escapades entre chefs. Bref, ici, on parle, vous l'aurez compris, de management, de leadership, d'impact positif, de futur du travail, de santé mentale et physique et de développement personnel. J'espère sincèrement que chaque épisode vous fera grandir dans votre rôle et vous donnera des clés pour être plus aligné et avoir un impact positif sur votre environnement professionnel. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à laisser un commentaire sympa. Bonne écoute! Et bah c'est parti. Bonjour Marine. Bonjour Sophie. Bienvenue sur Chef. Merci pour cet accueil. Marine, tu es une femme engagée, militante pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Tu es la fondatrice du cabinet de conseil et organisme de formation Egalus. Donc tu es formatrice, tu es conférencière et tu es autrice ou co-autrice de 2 ouvrages. Les légitimes, lutter contre le syndrome de l'impostrice. Et un ouvrage qui est paru en mars de cette année 2025, Sororité, le pacte. Bref, tu es la chef du sujet de l'égalité entre les hommes et les femmes. Merci pour ce qualificatif. Peut-être. En tout cas, c'est un sujet qui t'anime, qui te passionne et sur lesquels tu t'engages, tu milites, tu prends la parole, tu crées, tu publies, tu formes, tu accompagnes. Oui, comme ça, on dirait que mes journées font 48 heures, mais promis, elles font 24 comme pour tout le monde. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet-là ? J'ai envie de dire ma réalité d'enfant de parents qui faisaient le même métier, mais qui n'avaient pas les mêmes réalités professionnelles. Mes parents étaient tous les 2 chauffeurs de bus. Et en fait, quand ils parlaient, soit ensemble, soit avec nous, avec ma fratrie, de leur réalité professionnelle, j'avais l'impression qu'ils ne faisaient pas le même métier. Et moi, quand j'étais en CP, je pense que j'avais déjà un certain sens de ce qui était juste ou qui ne l'était pas. Et ça m'interpellait beaucoup. Donc, j'ai fini par leur demander pourquoi, maman, en fait, tu vis autant de choses qui sont pas normales, qui sont pas bien, là où papa ne vit pas les mêmes choses, ou en tout cas beaucoup moins. Il faut dire que c'était une époque dans les années 80 ou 90 où, pour être très clair, ma mère travaillait dans un dépôt dans lequel ils étaient 500 personnes, dont 2 femmes. Donc elle vivait ce qu'on appelle aujourd'hui des violences sexistes et sexuelles, à la fois de la part des usagers du bus et aussi à l'intérieur de son espace professionnel qui est normalement un espace à peu près protecteur. Et pour moi, ça faisait pas sens. Donc mes parents non seulement m'ont expliqué les différences, et puis ensuite ils ont fait ce que j'apprécie énormément chez eux, c'est qu'ils ont considéré qu'ils avaient des limites sur leur connaissance sur le sujet. Mes parents n'étaient pas du tout militants ou bien informés sur les sujets de ce qu'on n'appelait pas forcément beaucoup le patriarcat à l'époque, en tout cas en dehors des espaces militants. Et donc, ils m'ont ouvert la porte des bibliothèques, des médiathèques pour que je puisse lire, m'intéresser, me poser des questions, faire des fiches. Et donc, finalement, mon engagement, il a commencé par ça, par la réalité que je pouvais voir dans le quotidien de mes parents.
Et au bout d'un moment, j'ai bien compris que la problématique, elle n'était pas du fait de ma mère parce qu'elle était cette personne, mais bien de questions qui étaient systémiques. Et puis à 14 ans, j'ai eu l'occasion de faire ma première manif. J'étais déjà, on va dire, riche de beaucoup de lectures à l'époque, puisque la lecture est, j'allais dire, mon problème dans la vie, mon addiction vraiment majeure. Et donc j'avais lu à 14 ans énormément d'écrits de féministes, de penseuses, de courants différents. Et quand j'ai commencé à militer, ça a été pour moi un truc génial d'ouverture, de partage, d'autant que j'ai eu la chance de beaucoup me construire dans des espaces très souvent en non-mixité, avec une grande sororité, et notamment une vraie sororité intergénérationnelle. Donc finalement, tout ça, en fait, tu vois, c'est nourri et m'a nourri, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, je suis là où je suis. C'est qu'en fait, je pars d'un constat, j'ai la possibilité de m'ouvrir à des formes de connaissances, et puis après d'aller expérimenter des choses sur le terrain, de voir ce que je vis moi en tant que femme, mais de bien considérer que je suis une femme mais je ne suis pas racisée par exemple, donc il y a des problématiques que je ne connais pas mais que d'autres vont connaître. Et finalement, tous ces éléments-là, en fait, ils se mettent les uns les autres ensemble. Ça crée un espèce de puzzle qui est un peu dans sa version, je vais pas dire finale, parce que j'ai encore plein de choses à vivre, mais dans ce que je vis aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir à la fois être militante, et je te remercie d'avoir utilisé ce mot au début, parce qu'il fait encore très peur, et on a très souvent tendance à éviter de dire qu'une personne est militante ou féministe quand on travaille sur mes sujets. Et nous-mêmes, en tant qu'expertes et experts sur ces sujets, on va beaucoup se cacher derrière le droit, le cadre actuel, les avancées de la société. Mais c'est pas pour rien qu'on s'est questionné sur ces sujets et qu'à un moment donné, on a décidé d'étudier ou de construire notre vie professionnelle face à des publics qui sont pas toujours très simples parce qu'il y a des freins vraiment majeurs. Évidemment, je suppose qu'on va en parler dans ce podcast, notamment dans le cadre professionnel. C'est qu'il y a quelque chose qui nous touche aussi, qui fait sens pour nous et qu'on a pu expérimenter, voire à minima, dont on a pu être témoin de façon directe ou indirecte. Juste avec cette première réponse, tu illustres parfaitement la raison pour laquelle j'ai voulu te recevoir sur Chef, et je parlais juste avant qu'on appuie sur le bouton enregistrer de cet élan qui m'avait donné envie de t'inviter. C'est finalement ton humanité. Tu parles de toi, de ton histoire, de ce que ta maman a vécu, de ce que ça t'a fait, des émotions, et puis de tout ce que tu as lu, mais aussi de la manière dont tu regardes le monde et dont tu vois la place des femmes, le rôle des femmes face aux hommes ou vis-à-vis des hommes, entre elles, etc. C'est ce que tu partages avec nous sur LinkedIn notamment, là où je te lis beaucoup, et puis dans tes ouvrages. C'est cette notion d'humanité que j'ai envie, évidemment, qui m'a touchée, et sur cette corde-là que j'ai envie qu'on aille aujourd'hui. Je pense que tu seras d'accord avec cette proposition. Oui, et je te remercie pour cet angle que je trouve vraiment génial. En effet, moi, je ne peux pas dissocier la personne que je suis, mes réalités, mon vécu, celui des personnes que j'ai pu observer autour de moi. Et j'ai été travailleuse sociale pendant plus de 13 ans. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à être penchée vers des personnes ou à côté d'elles, dans des espaces où à la fois je pouvais pratiquer un accompagnement de base, et à la fois aussi en travaillant à l'aide sociale à l'enfance, j'ai été dans de l'aide contrainte. Et j'ai bien vu ces moments en fait où tu t'installes à côté d'une personne et où tu lui imposes quelque chose officiellement pour son bien. Et c'était à la fois très intéressant et à la fois j'avais la sensation parfois de pratiquer une forme de violence. Donc je pense que tu ne peux pas avoir mon parcours professionnel et mon parcours engagé si les autres ne t'intéressent pas, et s'il n'y a pas un moment donné où tu dois te reconnaître que tu as une vraie grande curiosité des autres. C'est ce qui me plaît aussi d'ailleurs chez toi et qui fait que j'ai eu envie de te répondre positivement. C'est que dans tes podcasts, il y a aussi ton humanité à toi qui ressort. Et moi, je pense qu'on peut parler de ce sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes de façon extrêmement technique. Et c'est pertinent dans certains moments. Mais il y a aussi des fois où il faut se rappeler que ce dont nous on peut parler en termes de cadre juridique, en termes de circulaire, etc., et en termes de chiffres derrière des études, mais en fait il y a des gens derrière tout ça. Il y a nous et puis il y a les autres.
Et moi, je trouve ça passionnant quand je peux mener une petite enquête au travers de mon cabinet, par exemple, où je vais poser une même question pendant toute une année scolaire à peu près 1000 personnes. Il y a des centaines de biais, certainement, dans mon enquête, mais en fait, je le fais pas en sociologue, je le fais avant tout en humaine et j'ai envie de dire aussi en féministe. Et dans ces moments-là, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir la vie des personnes que je rencontre, la vie en 2 mots et leur avis. Et ma question de fond, je pense, depuis le CP, c'est qu'est-ce que le patriarcat fait aux femmes et aux hommes en négatif? Et donc évidemment d'inventer ou de partager des réponses à la fois là-dessus et à la fois sur des solutions. C'est en ça que c'est un peu prétentieux de dire, en tout cas si c'est moi qui le dis, que je suis une chef sur des questions d'égalité, etc. Mais en même temps, ça fait 23 ans que je donne toute ma vie à ce sujet, que j'ai organisé aussi des éléments de ma vie personnelle pour qu'à tout instant, je puisse être mobilisable quand quelqu'un autour de moi a un besoin sur des situations de violence ou autre. Et ça, en effet, je pense que tout le monde ne peut pas le faire. Donc, oui, il faut que je me reconnaisse ma part d'humanité au-delà de l'aspect de l'expertise. Donc, en effet, allons là-dessus. Merci à toi pour ça. Alors, tous les épisodes de Chef démarrent avec la même question. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Marine, être chef ? Pendant la première partie de ma vie professionnelle, être chef, c'était diriger. Et diriger, pas toujours dans le bon sens. C'est-à-dire que parfois, c'était vraiment imposer quelque chose. Et puis, dans mon premier poste à l'aide sociale à l'enfance, j'ai eu une encadrante qui avait, j'ai l'impression que finalement, ça va être le fil de notre échange, qui avait une humanité vraiment majeure, à la fois envers son équipe, parce qu'on vivait des choses très compliquées. Moi, j'accompagnais surtout des familles dans lesquelles il y avait des violences sexuelles sur les mineurs et des violences conjugales, des féminicides. Donc j'ai été vraiment dans le violent du violent, le tabou du tabou de l'intime. Et dans les moments difficiles, elle ne perdait jamais son humanité, ni envers son équipe, ni envers les familles. Y compris quand on rencontrait des parents qui, par ailleurs, étaient des parents d'une violence extrême, très destructeurs envers leur enfant. Et ça l'a conduite au burn-out, puisqu'on était dans une institution qui ne valorisait pas ces éléments-là et qui ne protégeait pas les gens. Mais moi, il y a eu tout un moment où je pense que je n'ai pas connu ce trauma vicariant qu'on peut beaucoup connaître quand on accompagne les autres, grâce à cette femme. Et à un moment donné, elle m'a donné envie un jour peut-être d'encadrer moi-même, de devenir manageuse, encadrante ou je ne sais trop quoi, dans un espace soit d'engagement, soit professionnel, parce que je me suis dit, si être encadrant, c'est ça, c'est elle, ben ouais, là, ça peut m'intéresser. Et d'ailleurs, je vais citer son nom, elle s'appelle Dominique Chabrier, et ça reste dans mon parcours professionnel non seulement une chef, mais peut-être la chef. Et c'est aussi ce qui fait qu'après coup, en réfléchissant, il y a eu des moments où je me suis dit que je n'avais pas envie d'être chef pour d'autres. Je n'avais pas envie finalement d'encadrer, d'avoir une équipe. Et c'est aussi ce qui fait que dans mon besoin de solitude et à un moment donné d'être la chef de moi-même, comme tu le dis si bien, j'ai monté mon entreprise en me disant qu'au moins pendant quelques années, j'y serais seule. Ce qui ne m'empêche pas de faire plein de beaux projets. Mais j'avais envie d'être chef d'une seule personne, et cette personne qui me semblait déjà être une personne un peu complexe, certainement à manager, qui était moi-même. J'aime de plus en plus sur ce podcast explorer la notion de chef de sa vie. Quelle est la première ou la dernière fois que tu t'es sentie être chef de ta vie ? Alors la première fois, je pense que c'est vraiment toute petite, parce que j'ai eu des parents qui m'ont toujours dit que quoi que je décide, si j'y avais bien réfléchi, alors ce serait certainement le bon choix dans le moment où je le ferais. Donc j'étais déjà chef de ma vie toute petite. Et je me rappelle, tu vois, là en parlant, il y a vraiment un moment dans ma vie où j'étais assez malheureuse à l'école primaire et je m'ennuyais un peu et j'avais pas vraiment envie de socialiser avec les enfants de mon âge. J'avais beaucoup plus envie de rester avec les maîtresses ou de lire une fois que j'ai pu apprendre à lire. Et il y a un moment donné où j'étais vraiment pas très bien. Et mon père m'avait dit, tu vois, la vie en dehors de la maison, c'est un peu comme si tu avais un deuxième cartable. Donc ce cartable, il faut que tu le gardes sur le dos pendant que tu es dans la journée. Et ça, c'est en gros les codes de la société.
Et donc à l'école, il faut que tu sois une bonne élève, en dehors, il faut que tu sois quelqu'un de bien élevé, qui socialise, etc. Et puis quand tu rentres à la maison, quand tu poses ton cartable, tu peux aussi poser ce cartable-là, et à la maison, tu peux être qui tu veux, le vrai toi. Et t'imagines la puissance que c'était pour... je devais être en CP ou en CE1, j'ai beaucoup d'émotions en reparlant parce que j'en reparle souvent avec mes parents, ça a été fondateur pour moi. Parce qu'à partir de ce moment-là, ce qui m'a été dit et répété, c'était que j'étais légitime, que j'avais le droit de décider pour moi-même, que j'avais le droit de ne pas être d'accord avec un adulte, même si j'étais un enfant, du moment que je savais argumenter sur ces éléments-là et que tout pouvait être entendable. Et surtout, ce qu'on m'a dit, c'était que j'existais en tant que personne complète. Et qu'en grandissant, on allait certainement me dire des trucs du genre, par exemple, ça c'était un truc de ma mère, on va te dire que il faut que tu cherches ta moitié, ce genre de choses. Et ma mère elle me disait, ça c'est une connerie. Tu cherches pas ta moitié, t'es déjà complète. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui a été fondateur pour moi et auquel je pense, peut-être pas tous les jours, mais chaque fois que je dois prendre des décisions, notamment dans mon entreprise, je me rappelle à quel point je suis légitime là où je suis, à quel point, comme tu dis, je suis chef de ma vie. Et si à un moment donné, il y a quelque chose qui m'enthousiasme et qui me fait envie, je vais mesurer la part de risque et je vais me dire que de toute façon, il va se passer 1000 choses positives ou négatives. Mais par contre, je serai toujours la première personne à qui je vais demander son avis sur les éléments, sur ce qui va se passer. Et ça, c'est ce que j'appelle ma pierre, mon socle de légitimité. Et ça me conduit dans tous les instants à me sentir vraiment chef de moi-même et de ma vie. Et c'est ce qui fait qu'il y a plein de moments où j'ai pris des décisions qui pouvaient sembler être à contre-courant, pas ce qu'on attend à mon âge, tu montes ta boîte à 30 ans, tu ferais mieux de faire un enfant, enfin tous les trucs qu'on peut entendre dans nos vies. Et où, en fait, ça ne m'a jamais découragée parce qu'à chaque fois, je me disais « Mais non, mais en fait, qui est censé décider pour moi ? Ah oui, c'est moi. Bon, moi, je veux faire quoi ?» Voilà. Et pour moi, c'est la meilleure illustration, en tout cas dans mon parcours. Je suis une personne sur presque 7 milliards. Mais dans mon parcours, à tout instant, globalement, je me sens chef de ma vie. Et les moments où je doute, évidemment, je demande beaucoup à mes proches de me soutenir, de me donner leur avis et il est hyper important pour moi. J'ai mes bêta-testeurs et testeuses de mes projets. J'ai des personnes dont l'avis est absolument sûr. Mon conjoint est extrêmement soutenant et je partage ces éléments avec lui, d'autant qu'il ne fait pas du tout le même métier que moi. C'est toujours hyper intéressant d'avoir des avis extérieurs. Mais au final, la seule chef de mon entreprise et de ma vie, c'est moi. Je ne sais pas si ça te répond bien. C'est génial, merci beaucoup. Tu parles de légitimité. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de légitimité et d'imposture, puisque je disais, tu as écrit ce livre « Les légitimes, lutter contre le syndrome de l'impostrice ». Donc avant de rentrer dans le terme impostrice, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le syndrome d'imposture ? Oui. Alors, ce dont je me suis rendu compte en commençant à écrire et lire sur le sujet, parce qu'en fait, moi, pour penser, j'ai besoin de lire tout ce que je peux trouver sur un sujet, parce que bien souvent, on n'invente pas les choses, il y a déjà eu des choses qui ont été travaillées avant par d'autres, et puis d'écrire en même temps. C'est-à-dire que pour moi, pour penser, il me faut un crayon, quoi. C'est un peu old school, mais c'est pas grave. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça et je me suis rendu compte que la définition actuelle que l'on donne du syndrome d'imposture ou du syndrome de l'imposteur, c'est quand même quelque chose de très masculin et qu'il y avait un angle mort majeur, comme dans la pensée d'ailleurs de beaucoup de penseurs qui sont aujourd'hui pour nous encore des figures importantes. Il y a souvent un angle mort. Et souvent, l'angle mort, c'est, tu sais, cette minorité de 52% de Français qui sont des Françaises. J'aime bien dire ça comme ça à chaque fois. Parce que nous-mêmes, on se pense très souvent comme une minorité, pour 1000 raisons. Et donc, cette définition du syndrome de l'imposteur, c'est un doute permanent, conscient et inconscient, une surmodestie, ça c'est un élément important, qui font qu'on va avoir du mal à saisir certaines opportunités. Quand on va les saisir, on va souvent, au fur et à mesure, continuer à questionner notre légitimité. Et à la fin du projet, pour certaines personnes, on va finalement relativiser notre propre réussite. Ça, on va dire, c'est le syndrome d'imposture ou le syndrome de l'imposteur. Mais moi, ça ne me suffisait pas. Parce que dans ce que je rencontrais, dans mon quotidien professionnel, dans mon quotidien engagé, c'était des personnes qui soit ne surmontaient pas ça, ou le surmontaient et ça revenait,
Et donc je me disais, au bout d'un moment, est-ce que c'est une maladie chronique cette histoire ? Est-ce qu'il faudrait une ALD ? Je le dis avec humour, parce qu'évidemment c'est pas le cas, mais qu'est-ce qui se passe de cette idée de périodicité ? Et puis, comme globalement les femmes et les hommes n'ont pas le même vécu, on va rester très chauvin en France, parce qu'on n'a pas les mêmes éducations, pas les mêmes attentes, etc., les uns envers les autres, est-ce qu'il n'y aurait pas des spécificités qui concernent les femmes ? Est-ce que, on va dire, ce que moi j'observe dans mon petit espace, une fois encore, dans mon entre-soi professionnel, je ne rencontre pas 67 millions de Français dans l'année. Donc, est-ce que ça, c'est objectivable et je peux en tirer quelque chose ? Et finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un syndrome spécifique d'imposture qui serait, dans ce cas-là, arrêtons de nous genrer au masculin, un syndrome de l'impostrice ? Ta réponse a été oui. Il y a une spécificité féminine. Ce que tu dis résonne énormément avec ce que moi je vis aussi dans l'accompagnement de dirigeantes, de membres de comité de direction que je suis en coaching. Il y a un exemple qui m'a frappée et rendue un peu dingue. C'est une femme qui est ultra légitime sur son poste. Alors qui est membre de comité de direction, donc a quand même franchi les étapes, etc., pas de souci. Mais où justement le directeur général vient me chercher parce qu'il attend plus d'elle, il attend plus qu'elle ait un costume de directrice, comme on dit, et qu'elle prenne davantage sa place au sein du CODIR. Et elle me dit, ouais, mais en fait, moi, je sais pas trop pourquoi je suis là. En gros, c'est un peu une erreur de casting et on va se rendre compte très vite que je suis une impostrice. Et surtout, ce qui me marque, c'est que toutes les tâches à valeur, les projets à valeur qu'elle devrait prendre en charge parce que c'est les projets les plus importants de sa direction, c'est là où il y a le plus de risques, c'est là aussi c'est pas une histoire de visibilité, mais c'est une histoire d'interface avec des parties prenantes importantes, etc. En fait, elle les laisse à ses collaborateurs et collaboratrices parce que elle a pas envie de laisser ces sujets un peu moins bien, un peu moins visibles aux autres, donc elle les prend. Donc en fait, ça lui nuit à elle. Et la première chose qu'on a faite ensemble dans le coaching, c'est déjà de la positionner en tant que chef dans son équipe. Et elle me disait non, mais moi je me considère pas comme être chef. Je voulais qu'on ait un peu ce cas pratique peut-être en tête et que tu puisses peut-être aussi illustrer avec des histoires, des témoignages que tu en as reçus. Tu en as reçu plusieurs centaines, des milliers. Qu'on se rende bien compte que c'est pas ce syndrome de l'impostrice, c'est pas une théorie. C'est vraiment quelque chose de très pratique qu'on vit au quotidien, que toi et moi, on observe, qu'on agit. On le vit aussi nous-mêmes. et ça sera. J'ai une question là-dessus pour toi. Comment on le dépasse, mais quand on est nous-mêmes concernés, comment on fait ? Bon voilà. Donc c'était un petit préambule avant de rentrer concrètement. Donc ce syndrome de l'impostrice, raconte-nous. En fait, toutes les études, depuis que ça a été formalisé en 1978, moi je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les deux psychologues américaines créatrices de ce concept de syndrome d'imposture, en fait, elles l'ont construit de façon empirique à partir d'entretiens uniquement avec des femmes, des étudiantes. Okay. Et c'est quand même hyper intéressant. Et elles l'ont appelé ? Et elles l'ont appelé The Imposter Syndrome. Donc en gros, l'expérience de l'imposture ou de l'imposteur ou impostrice. Mais en anglais, c'est plus compliqué de genrer les choses. Donc nous, en français, on l'a traduit par syndrome de l'imposture ou syndrome de l'imposteur. Et le problème, c'est que ça nous oblige d'une part à genrer. Et en fait, notre cerveau, les études nous disent aujourd'hui qu'il est très binaire. C'est-à-dire qu'en gros, ton cerveau, s'il lit un truc au masculin, il va imaginer des hommes. Et on doit le tordre pour imaginer quelque chose de plus inclusif que ça. C'est l'argument, j'ai envie de dire, phare des questions d'écriture ou de dessin ou de représentation égalitaire. C'est qu'au bout d'un moment, il faut respecter notre cerveau, arrêter de l'obliger à tordre les choses. Et c'est pas parce que vous allez mettre du féminin et du masculin ensemble qu'on va arrêter de voir les hommes. Par contre, on va peut-être un peu plus voir cette minorité de 52% de la population. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant quand j'ai commencé à lire là-dessus, c'est ça. Le deuxième élément, c'était que les études sont concordantes et disent que 50% de la population masculine va connaître, au moins une fois dans sa vie, le syndrome d'imposture. Et pour les femmes, c'est 70%.
Et comme, tu vois, moi, je m'intéresse beaucoup aux études, aux enquêtes, etc. Mais je peux pas me contenter d'un chiffre. Il faut que j'aille trifouiller là-dedans. Et à côté de ça, donc ça, il y avait ces deux éléments-là qui sont établis depuis la fin des années 70. Les différentes enquêtes sont concordantes. Et puis, de mon côté, je donnais beaucoup de conférences sur les questions de légitimité au travail, ou notamment des conférences aussi pour motiver, on va dire, des femmes justement à se sentir légitimes, à intégrer des espaces professionnels qui sont actuellement très masculinisés, donc non mixtes, dans certains espaces de l'industrie, de l'automobile, de l'informatique, etc. Et à chaque fois, on me demandait de parler du syndrome de l'imposteur. Et un jour qui n'a pas été fait comme un autre, j'ai donné une conférence pour femmes et numérique, où c'était uniquement des femmes, donc c'était une forme hybride présentielle et distancielle, sur le syndrome de l'imposteur. Et j'arrive, il n'y a que des femmes. Et donc, mon préambule, c'est de dire, avec votre accord, je vais genrer au féminin, puisque nous sommes en non-mixité, je vais appeler ça une conférence sur le syndrome de l'impostrice. Après cette conférence, j'ai eu pléthore de messages privés sur LinkedIn de femmes qui me disaient « Je vous ai suivi, j'étais là ou bien j'étais en distanciel et je ne pensais pas que ce syndrome pouvait me concerner parce que comme je l'ai toujours vu au masculin, je pensais que c'était un truc de mec. » Et moi, tu vois, je fonctionne un peu comme ça par effet de cliquet. Donc j'avance sur une étape, une autre, et au bout d'un moment, ça devient très très serré et tout est là en fait, tout est sous mes yeux. Et je me dis, je vais lancer une enquête auprès des femmes et des hommes de mon réseau sur LinkedIn, sachant que j'ai plus de femmes que d'hommes aujourd'hui, et justement sur ce vécu d'imposture. Et en fait, la construction de mon enquête a fait que j'ai reçu quasiment 80% de réponses de la part d'hommes. Donc j'ai interrogé des femmes de mon réseau en leur disant tu vois bien que souvent je lance des sondages et des trucs comme ça, pourquoi t'as pas répondu ? Elles m'ont expliqué les limites de mon enquête, notamment le fait de mettre syndrome de l'imposteur. J'ai modifié à la fois ma structuration de sondage et à la fois j'ai mis syndrome de l'impostrice et j'ai beaucoup posté sur les réseaux en appelant aussi les hommes en disant messieurs, ça vous concerne pas, je voudrais vraiment avoir des réponses uniquement de femmes, transmettez-le à des femmes autour de vous. Vous pensez que ça pourrait les concerner ou les intéresser. Vous, en fait, souvent, vous savez mieux que les propres femmes qui sont autour de vous, auxquelles vous tenez, vous le savez mieux qu'elles vivent ça. Parce que vous n'êtes pas dans leur corps, vous n'êtes pas dans leur tête. Et j'attendais 500 réponses en un mois, j'ai eu 500 réponses en 24 heures. Et j'ai dû clôturer l'enquête au bout de 2 semaines avec plus de 1600 réponses, tout simplement parce qu'à l'époque, j'étais en Covid long. J'avais des séquelles neurologiques importantes à ce moment-là de mon Covid et de mon Covid long. Et donc, je savais que je ne serais pas en capacité de traiter une masse plus importante de réponses. Puis surtout, derrière, j'avais un livre à écrire puisqu'entre-temps, une maison d'édition avait entendu parler de mon sujet et m'avait dit « Écris-nous un livre là-dessus ». J'étais pas du tout partie pour écrire un bouquin. Et c'était pas mon métier. Donc, je me sentais très impostrice moi-même. C'était vraiment le bon sujet, quoi. Ah oui, c'est clair. Bon, après, tu vois, j'ai eu une éducation qui m'a conduite à avoir un vrai socle de légitimité et pourtant, j'ai connu moi-même le syndrome de l'impostrice dans bien des moments de ma vie. Et donc, je me suis dit, là aussi, pareil, tu vois, tu te regardes et tu regardes les autres et tu te dis, mais si moi qui ai eu, je vais l'utiliser comme ça parce que quand tu travailles en protection de l'enfance, tu sais que tous les enfants n'ont pas le même vécu. Si moi-même, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont aidé à construire ma pierre de légitimité, et pourtant, je connais moi aussi le syndrome de l'impostrice. Mais qu'en est-il de toutes les femmes qui n'ont pas eu cette chance ? Et puis, j'ai fait un autre constat qui était que non seulement, donc chez les femmes, c'est plus présent, mais en plus, chez nous, il y a une espèce de prévalence et de risque de rechute qui fait que globalement, quand une fois ça t'est arrivé, ça risque de te réarriver plusieurs fois dans ta vie. Là où globalement, les hommes, dans les enquêtes qu'on a aujourd'hui, nous disent qu'une fois qu'ils l'ont vécu, que ça a été réglé, ça ne revient plus. Donc ça, c'est un élément important. Et autre élément important, et pour moi, c'est un des apports aussi du livre, c'est que j'ai découvert au travers de mes enquêtes que c'était pas seulement sur l'aspect professionnel, mais que nous, les femmes, on pouvait le connaître dans plein d'étapes différentes de notre vie. C'est ce que j'appelle les Martines impostrices. Ça commence au collège et ça finit, t'es déjà en retraite. Donc j'ai des femmes qui avaient plus de 65 ans, qui ont répondu à mon enquête, et qui l'avaient connu ou qui le connaissaient. Nous, en fait, on peut le connaître, et c'est ça l'impact de la structuration sociétale à l'heure actuelle, on peut le connaître dans tous les pans de notre vie. En tant que mère, en tant que femme, en tant qu'amie, en tant que professionnelle dans les différents espaces dans lesquels on est. Parfois, ça peut s'ajouter à d'autres éléments de stéréotypes comme le classisme,
quand on va accéder par exemple à des études dans des hautes écoles ou autres, alors que nous-mêmes on vient d'un milieu plutôt ouvrier, ou je vais utiliser un terme un peu old school, prolétaire, ou je ne sais trop quoi. Bon, ça les hommes aussi peuvent le connaître, mais une fois qu'ils l'ont réglé, ils n'y reviennent plus. Or, j'ai lu aussi des bouquins comme le livre de Mathilde Viau, qui a beaucoup travaillé en politique et qui venait d'un milieu globalement, socialement, on va dire un peu défavorisé. Elle explique très bien dans son livre « Moi, les politiques, j'en fais du compost ». Elle explique parfaitement qu'elle a connu à la fois ce syndrome de l'impostrice qui a été nourri aussi par le classisme. Donc ça, c'est un peu les éléments qui vont différer du vécu de sentiment d'imposture entre les femmes et entre les hommes. Mais ça, je ne pouvais pas le deviner avant de le rechercher moi-même parce que personne n'en parlait. Et autre élément important, avant d'écrire le livre, pendant 1 an et demi, c'est dire si avant d'écrire un livre, il se passe plein de choses, avant que tu passes à l'écrit et qu'il y ait le produit fini que les gens vont voir. Toi, en fait, tu as vécu, tu as mangé, tu as dormi, syndrome de l'impostrice. Pendant 1 an et demi, j'avais une alerte sur Google avec l'expression syndrome de l'impostrice. Il n'est jamais sorti une seule fois. Donc je suis très heureuse aujourd'hui que ce livre qui est sorti dans une petite maison d'édition, etc., j'ai pas été... Tu peux la citer peut-être ? Oui, Cobb-Brez, qui a fermé depuis, donc on est encore dans d'autres problématiques, mais que ce livre aujourd'hui, il a quand même un retentissement qui fait que des personnes vont s'en saisir. Je pense notamment à l'autrice Aurélie Valogne, que j'ai rencontrée. En fait, on avait une amie commune qui lui a offert mon livre, et ça l'a vraiment accompagnée, elle en parle pas mal aujourd'hui. Et elle peut dire qu'elle a connu elle-même le syndrome de l'impostrice et elle vraiment le genre au féminin. Et moi, ça me fait plaisir en fait quand j'entends des femmes et des hommes autour de moi qui utilisent ce terme vraiment avec le féminin quand ça concerne une femme, parce que mon idée, c'est évidemment pas de nier le vécu des hommes, mais c'est de reconnaître aussi que, à un bout d'un moment, le masculin ne peut pas être la norme, l'étalon de tout. Et que le monde, dans bien des espaces, il est encore codé au masculin. Et c'est ce qui fait que des dirigeantes, des femmes, comme la femme dont tu parles là, que tu as pu accompagner, eh bien, à un moment donné, autour d'elles, elles vont vivre une validation par l'externe qui va être majeure. C'est-à-dire qu'elle, on lui a fait confiance, on lui a proposé quelque chose, elle a connu une forme de mentorat par des hommes autour d'elle qui vont la conduire à un moment donné à avoir les 3 piliers de la légitimité. Il n'y a personne qui lui a dit « tu peux pas le faire parce que tu es une femme ». Et pourtant, elle connaissait ce qu'on appelle dans mon monde d'expertise la menace du stéréotype. C'est-à-dire qu'elle avait tellement intériorisé le fait que ça n'était pas un endroit, on va dire, naturel pour une femme ou une place naturelle pour une femme, qu'elle-même, elle remettait en question régulièrement sa légitimité. Dans ce que tu décris, parce que je ne connais pas forcément cette personne, mais à la fois sur des éléments conscients, et à la fois sur des éléments inconscients que toi, tu l'as accompagné finalement à venir conscientiser, mettre en lumière, comme sur cette histoire des tâches, par exemple. Finalement, beaucoup de femmes, elles ont intériorisé l'idée que déjà, elles ont tellement de chance d'être là, elles sont tellement les seules, que il va falloir qu'elles fassent tout bien. C'est ce qui explique aussi la différence des chiffres de burn-out entre les femmes et les hommes. Ça n'est pas la seule explication, mais c'en est une, qui est l'intransigeance envers soi-même. Qui est qu'à un moment donné, tu as tellement intériorisé des normes que quand toi, tu ne vas pas performer dans le genre, parce que tu vas devenir une femme dans un espace très masculinisé, par exemple, et qu'il y a un vrai manque de mixité, tu es la seule femme ou quasiment, tu vas te mettre une pression supplémentaire qui va vraiment s'accrocher en mode socle à ce syndrome de l'impostrice. Il y a plusieurs éléments sur lesquels j'ai envie de revenir. Déjà, le fait que le syndrome de l'imposteur pour les hommes, une fois qu'ils l'ont réglé, ne revient pas. Et que chez les femmes, ça n'est pas uniquement dans notre vie pro, mais aussi dans notre vie perso. Est-ce que ça veut dire que la naissance du syndrome de l'impostrice est multifactorielle ? Où se niche la différence entre ce syndrome d'imposture entre les hommes et les femmes ? En fait, chez les hommes, il va être beaucoup une question individuelle, c'est-à-dire quelque chose qui se passe entre moi et moi-même dans un espace, dans un temps donné. Pour les femmes, l'explication, elle est avant tout systémique.
C'est-à-dire que nous avons intériorisé depuis que nous sommes petites que globalement nous faisons partie de la minorité et que certains espaces ne devraient pas ou ne nous sont pas en tout cas encore très accessibles. Et donc quand on nous propose quelque chose qui dépasse le périmètre que l'on s'est soi-même autorisé, c'est là qu'on va connaître cette problématique. Et en fait, les hommes, c'est vraiment plus quelque chose qui a trait à leur question d'estime de soi-même. Tu vois, c'est quelque chose qui peut se travailler plus sur le mode individuel. Nous, en tant que femmes, on peut à un moment donné sortir du syndrome de l'impostrice, évidemment, mais il va falloir aussi qu'on puisse comprendre que c'est pas parce que c'est nous qu'on le vit. C'est parce que c'est nous qui vivons dans un périmètre, dans une structuration sociétale qui a des attentes absolument irréalistes envers nous. Et c'est ce qui fait qu'on peut le vivre aussi dans la vie personnelle. Le nombre de femmes qui, quand elles deviennent mères, connaissent un syndrome de l'impostrice est absolument majeur. Mais pourquoi ? Parce qu'on est encore dans une société très familialiste qui considère, bon an, mal an quand même, que la sphère de la domesticité devrait continuer à être un espace de responsabilité de femmes. D'ailleurs, beaucoup d'hommes qui, de plus en plus, font des choses à la maison, ne disent pas « je fais ma part ». Ne disent pas je suis copilote de l'avion de la famille, ils disent bah ouais, moi je suis un mec bien, j'aide ma femme. Mais tu vois, même dans notre vocabulaire, il y a cette question. Et les femmes et les hommes sont construits dans la même société. Nous intériorisons, à l'âge de 11 ans, on a intériorisé le pack complet des stéréotypes. Et le premier qu'on intériorise, à l'âge de 4 ans, c'est les stéréotypes de sexe et de genre. Donc toi, comme moi, comme tous les hommes et les femmes qu'on rencontre, même si on peut se dire que c'est pas vrai, même si on peut se donner des contre-exemples, etc. À l'âge de 4 ans, on a intériorisé que le pouvoir, c'est un marqueur masculin. Et que c'est ainsi que les garçons vont construire leur virilité. Donc une femme qui accède à un espace de pouvoir, bah forcément au fond d'elle, même si elle peut pas se le dire comme ça, dans notre société encore aujourd'hui, pour elle, c'est pas naturel. C'est une exception qui confirme la règle. Là où dans bien des espaces, bien des hommes ne se posent pas la question d'être là ou pas, c'est normal d'y être. Là-dessus, je te donnerai un exemple qui est dans l'espace engagé. Moi, j'accompagne aujourd'hui beaucoup de collectifs politiques, et notamment là, vers les municipales, les prochaines municipales, avec l'inquiétude d'arriver à constituer sa liste, etc. C'est une inquiétude de longue date, puisqu'à chaque fois, on a beaucoup plus de mal à faire venir des femmes que des hommes. En gros, la plupart des hommes, quand on leur propose d'intégrer une liste, c'est oui par principe, sauf empêchement majeur, mais en général c'est oui par principe. Ils disent oui avant d'avoir demandé en relation hétérosexuelle le point de vue de leur compagne, quand ils en ont une. Et puis il y en a aussi à peu près un tiers d'entre eux pour qui c'est tellement normal qu'on leur demande, et en fait ils attendaient que ça. Bah oui, mais c'est logique que vous veniez me chercher. Alors que les femmes, c'est tout l'inverse. Elles sont plutôt en creux. D'abord c'est « mais vous voulez pas plutôt demander à mon mari, lui il s'y connaît mieux que moi ?» Ça tombe bien parce qu'en fait on ne demande pas des experts de tel ou tel sujet. Déjà si c'était vrai que c'était vraiment le cas. Et puis deuxième élément, quand elles vont finalement dépasser un peu cet élément-là, il va quand même falloir qu'on les rassure sur les raisons pour lesquelles on vient les chercher. Est-ce que vous venez me chercher pour faire le nombre ? Malheureusement ça arrive encore des fois, que ce soit ça l'enjeu derrière, mais globalement il va falloir qu'on leur démontre qu'elles vont être légitimes dans cet espace-là. Donc tu vois à quel point ce syndrome de l'impostrice, il est vraiment très sociétal, beaucoup plus que dans une dimension individuelle. Et dans mon livre, moi ce que j'explique, c'est que tant qu'on vivra dans ce que j'appelle cet espace sociétal dans lequel on a deux monstres qui s'alimentent, que sont le patriarcat et le capitalisme, eh bien on aura à un moment donné toujours cette recherche-là et ce clivage qui va être fait entre les femmes et les hommes. Et au tout début, tu disais que j'étais militante féministe. Moi, je fais partie des militantes féministes, par exemple, qui se sont très fortement engagées pour la modification du cadre juridique dans le cadre concernant le congé paternité et d'accueil de l'enfant. Parce que je pars du principe que si on a à un moment donné aussi peu d'hommes qui prenaient l'entièreté de leur congé paternité, qui était déjà un congé extrêmement court, ça fait depuis très très peu d'années, par rapport au droit et par rapport au nombre d'années depuis lequel il y a des femmes et des hommes sur Terre, qu'en France, les hommes ont un congé paternité. Et jusqu'en 2022, il était extrêmement court. 14 jours, c'est rien. Pour rencontrer un nouvel être et pour modifier toute ta structuration familiale et du quotidien, mais c'est honteux. Donc maintenant, ce temps, il est doublé. C'est encore pas ce qu'on demandait. Les préconisations de la commission 1000 jours, c'était d'avoir un congé paternité de même durée que le congé maternité.
Ça n'a pas été suivi pour 1000 raisons qui regardent nos différents gouvernements. On est sur la bonne voie. Mais tu vois, pour moi, c'est un élément important. Si tu travailles sur les questions d'égalité, il faut aller regarder les vécus de tout le monde. Et aussi les freins de tout le monde. Il s'avère qu'en matière de syndrome d'imposture, vu la structuration sociétale, patriarcale, capitaliste, etc., pour l'instant, c'est quand même beaucoup plus au détriment des femmes que des hommes. Et tu vois, il y a aussi beaucoup plus de femmes qui se demandent si elles ne sont pas des impostrices dans tel ou tel espace. Il y a beaucoup moins d'hommes qui le font. Moi, je dis toujours, les vrais imposteurs et impostrices ne se sentent pas du tout l'être. Ouais, ne se pose pas la question. Mais c'est clair, ça n'existe pas pour eux. Ok, donc en gros, quand on est une femme, on est quand même mal barré. Tu disais 70% des femmes ressentent le syndrome de l'impostrice. J'aimerais bien savoir pourquoi les 30% restants ne déclarent ne pas le ressentir. Est-ce que c'est un manque de conscience ? Est-ce que c'est qu'elles ont été élevées en dehors du capitalisme et du patriarcat ? Qu'est-ce qui se passe pour ces 30%? Alors, il y a une part de ces 30% dont on sait, c'est toujours le cas quand on fait des sondages et des enquêtes, c'est évident, et qu'on n'explique pas l'expression, le mot-clé qu'on va employer. Il y a une part des personnes qui ne se reconnaissent pas dedans parce qu'elles ne le connaissent pas. Aujourd'hui, quand tu regardes les chiffres de victimation concernant le sexisme, tu as toujours une part de femmes qui considèrent qu'elles n'ont jamais connu. Or, on sait très bien que c'est en réalité impossible. On peut pondérer donc un peu ces 30% par rapport à ça. Mais on peut aussi... C'est de la conscience, quoi, de ce qu'on vit. Oui, exactement. Et puis, il y a aussi une autre part qui est difficilement... on ne peut pas trop donner des chiffres là-dessus, à l'heure actuelle, mais il y a aussi une part de femmes qui, en effet, ont connu à la fois une enfance dans un cadre familial assez dégenré, qui ont été très protégées de beaucoup d'éléments de publicité, qui ont eu des parents qui pouvaient être très militants sur ces sujets-là et qui ont fait un énorme travail chaque fois que leur enfant vivait une situation de poser dessus des mots sur à quel point ces éléments-là étaient de l'ordre du capitalisme ou du patriarcat. Je pense à toute la publicité. Un enfant aujourd'hui, à partir du moment où il est socialisé, il va à l'école, il commence à regarder un peu la télévision, il subit 2000 messages publicitaires par jour. Et dans ces messages publicitaires, on sait que dans 68% d'entre eux, il y a des ressorts sexistes. Ça, c'est sans compter tous les autres stéréotypes, racistes, etc., etc. Donc nos enfants, ils sont nourris à longueur de temps, ces choses-là. Si en tant qu'enfant, t'en as été déjà un peu protégé, t'as eu des parents très au fait, qui t'ont conduit finalement à avoir toujours un regard critique sur ces éléments-là. Si après, en grandissant, t'as été quand même assez protégé de certains enjeux, on va dire, notamment rites de passage à l'adolescence ou ce genre de choses, ou une forte construction de ton libre arbitre. Ça t'a aussi aidé. Et puis après, tu as aussi des femmes aujourd'hui qui peuvent vivre dans des espaces dans lesquels elles sont très peu en contact avec les hommes. Voire elles sont très peu en contact avec d'autres personnes. Et donc dans cet espace-là, quand tu es seule finalement dans ton sérail, tu es moins sujette à ces éléments-là. Il y a aussi un élément pour ces femmes, c'est que pour certaines d'entre elles, il y a une passation d'activité professionnelle depuis leurs parents jusqu'à elles-mêmes. Et donc finalement, elles vont continuer à creuser un sillon qui avait été démarré avant elles. Tout ça, ce sont, on va dire, des facteurs de protection concernant le syndrome de l'impostrice. Ok. Alors comment on s'en sort du syndrome de l'impostrice et comment on s'en sort à plusieurs reprises, puisque tu dis que non seulement c'est pas parce qu'on l'a traité une fois dans une situation que ça va pas revenir, et en plus qu'on peut le vivre non seulement dans la vie pro, mais en plus dans la vie perso, dans la vie publique, dans tous les pans de notre vie. Donc comment on le travaille ? Alors il y a tout un tas de possibilités et c'est ce qui est vraiment, vraiment génial. Déjà, il y a la question de se former pour voir l'impact des stéréotypes sur sa vie. Ça a l'air tout bête, mais quand t'as compris que ton éducation, elle a quand même été très genrée, les éléments dans lesquels c'est venu justement dans des pans intimes de ta construction de vie, de femme ou d'homme, etc. Là, on va plutôt parler des femmes sur le syndrome de l'impostrice. T'as compris en fait un truc, c'est que c'est pas parce que c'est toi, c'est parce que tu vis et t'as été construite dans telle société. Après, je te dirais bien qu'on pourrait mettre le feu, etc., faire la révolution, mais c'est absolument pas mon sujet.
Moi, je veux pas, là, tout de suite, être dans des éléments qui vont être utopistes ou idéalistes. Je préfère qu'on soit sur des réponses concrètes. Donc, premier élément, se former pour pouvoir voir dans son parcours les moments clés dans lesquels on a intériorisé ce qu'on appelle la valence différentielle des sexes. Ça, c'est un concept de l'anthropologue Françoise Héritier. Elle, ce qu'elle explique, c'est que non seulement il y a une différenciation dans notre société qui est faite entre les femmes et les hommes, mais il y a une hiérarchie qui est créée et qui est transmise aux enfants entre non plus les femmes et les hommes, mais le féminin et le masculin au détriment du féminin. C'est ce qui fait que quand tu es une enfant et que tu es une gamine qui ose faire des choses, qui est un peu casse-cou, etc., pour un garçon, on va pouvoir trouver ça normal, et pour une fille, on va lui dire quoi ? Qu'elle est un garçon manqué. Et cette expression-là, quand on la décortique, elle est affreuse. Et nous, on l'intériorise. Donc, il y a des éléments qui vont concerner notre propre éducation, venir la regarder justement en chaussant les lunettes du genre et des inégalités. Et c'est souvent assez douloureux en fait à faire comme travail, parce que on vient regarder le socle éducatif que nous ont transmis nos parents. Et nos parents, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, comme ils pouvaient, avec leurs propres stéréotypes. Et nous-mêmes, en tant que parents, on va transmettre aussi des éléments comme ça à nos enfants, parce que les stéréotypes, notre cerveau, il en a besoin, en fait, pour penser vite et pour réagir vite. Donc déjà, autant que faire se peut, regarder sa propre histoire, se construire par rapport à ça, détricoter ses stéréotypes autant que faire se peut, et remettre en perspective les choses. Ça nous permet de ne plus être dans des attaques, des auto-attaques perpétuelles, en se disant c'est parce que c'est moi, c'est parce que je ne suis pas suffisante, c'est parce que je suis à moitié, je ne suis pas complète, etc. Ce qu'on peut se dire à longueur de temps. Ça, c'est une première chose. Deuxième élément, pour moi, la sororité, c'est extrêmement important, avec le fait de trouver des rôles modèles atteignables. Je veux dire, je suis vraiment désolée de te le dire comme ça, Sophie, mais toi et moi, on ne pourra jamais être Beyoncé, par exemple. Alors, pour plein de raisons. Moi, déjà, il y a la souplesse, mais c'est pas le seul truc. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas grave. En fait, elle peut nous inspirer, cette femme. Et en même temps, elle peut tout à fait aussi avoir des éléments qui nous concernent pas, qu'on pourra jamais rattraper ou qu'on pourra jamais être. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, l'idée, in fine, c'est pas de devenir Beyoncé. C'est de prendre des choses qu'on trouve super cool chez elle et de les récupérer pour nous. Et ça, c'est génial. C'est ça, pour moi, le vrai rôle modèle. Mais au final, le vrai rôle modèle et la vraie sororité, tu la trouves avec des femmes autour de toi. Des femmes, à un moment donné, tu vas avoir une discussion qui va faire un déclic. Et tu vas écouter ce qu'elles vont raconter parce que tu es curieuse d'elles, et en même temps, ça va faire quelque chose pour toi. Et tu vas avoir ces déclics qui vont venir nourrir ce que j'appelle depuis le début de notre podcast, là, notre socle de légitimité. C'est comme ça aussi que tu vas combattre ton syndrome de l'impostrice, c'est en te rappelant qu'à un moment donné, si tu es là où tu es aujourd'hui, c'est pas pour rien. Autre petit truc un peu sympa que j'aime bien faire, c'est écrire un courrier à son syndrome de l'impostrice. Lui dire tout ce qui nous agace chez lui, tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous a empêchés, et puis à la fin lui dire un énorme fuck, en fait. Après, dans ce qui marche moyen, parce que parfois on peut avoir le réflexe de le faire un peu, c'est de chercher toujours la validation par l'extérieur. Sauf qu'en fait, quand t'es en plein dans ton syndrome de l'impostrice, t'es un peu un tonneau des Danaïdes. Si ça se trouve autour de toi, t'as plein de gens qui te remplissent, qui te disent à quel point ce que tu fais c'est super, qui te valident, qui te rassurent, etc. Mais toi, tu ne peux rien en faire. Donc, demander cette validation, ça ne peut pas fonctionner si t'as pas trouvé le fond finalement de toi-même, ton propre socle de légitimité. Et ce socle de légitimité, tu peux aussi le co-construire avec d'autres si t'as par exemple ton carnet des réussites. Donc dans ce carnet, tu vas noter les éléments positifs que t'as dit telle ou telle personne. Alors c'est tout simple, tu marques dedans la date, le propos exact de la personne à ton endroit, et tu peux dire qui c'est, et puis c'est tout. Ça, c'est extrêmement utile dans les jours où tu as un gros coup de mou en termes d'estime de soi, où ton syndrome de l'impostrice revient au taquet, ou alors les moments où tu te dis « je me suis lancée dans un truc, mais je sais pas comment je vais m'en sortir, et aujourd'hui je sens que je suis nulle et je suis moche et machin », tu vas relire ce truc-là, et à minima, tu vas te dire « ouais, il y a quand même des moments dans ma vie où j'ai assuré, et même sur ce projet-là, où aujourd'hui je suis pas tout à fait sûre de moi, j'ai quand même des gens qui m'ont dit que c'était cool. » Et ces gens, ils l'ont dit de façon sincère. Globalement, nos proches, c'est quand même des gens qui sont pas payés pour nous aimer et qui restent quand même. C'est pas rien. C'est qu'ils voient des choses que peut-être nous, on voit même pas de nous-mêmes. Parfois, ça vaut le coup de leur demander. Mais ça ne peut pas être que ça. En fait, il faut vraiment reconstruire ce socle-là. Autre élément, ça c'est un exercice, c'est pareil, c'est des choses qu'on peut vraiment faire là toute seule. C'est ce que j'appelle le CV des réussites.
En gros, le CV, en France, on connaît ça. Tout le monde en a déjà fait un dans sa vie ou quasiment. Voilà, c'est des expériences professionnelles et tout. Le CV des réussites, c'est pas d'écrire factuellement les choses qui ont été faites ou les postes que tu as eus. C'est de regarder dans tous les pans de ta vie, perso, pro, associative, engagée, sportive, j'en sais rien, toutes les choses que tu as réussies, toutes les choses que tu as mises en place. Alors, il y a des choses pour lesquelles, certes, tu as étudié, tu as eu un diplôme, un BTS en je sais pas trop quoi, et puis finalement, après, tu fais le métier qui est en lien avec ça. Sauf que dans la réalité de ton métier, même si tu as fait des études au quotidien, il y a plein de choses que tu fais et que tu réussis qui n'étaient pas initialement, que tu n'as pas appris durant ta formation. Et ça permet aussi à des femmes qui sont dans des temps de leur vie particuliers, par exemple, elles ont été très longtemps mères au foyer, puis un jour elles veulent retrouver un métier, et alors là leur socle de légitimité c'est 0. Et ce qu'elles viennent dire en général ces femmes c'est « mais moi j'ai rien fait dans ma vie » ou « ça fait très longtemps que j'ai rien fait ». Alors qu'en fait elles ont été chefs d'entreprise d'une maison pendant 10 ans, et elles ont développé des compétences transversales de dingue. Et bien si on leur fait faire le CV des réussites plutôt qu'un CV dans lequel elles vont avoir la sensation qu'il y a un trou, en fait ce trou, il y a tellement de choses à mettre dedans. Et ça, je pense vraiment que tout le monde peut le faire, ce CV des réussites. C'est pareil avec notre vie engagée, le monde associatif, des moments où on s'est dépassé, y compris physiquement ou ce genre de trucs. Je sais pas, moi, dans mon CV des réussites, j'ai mis la première fois que je suis allée faire du bodyboard, par exemple. J'étais pas allée à l'eau depuis des mois du fait de mon Covid long. Physiquement, j'étais vraiment au tapis déjà. Et j'arrive à l'eau Kirek et il y a une grosse tempête. Donc en plus, je vais me bouffer des vagues vraiment vénères. Dans ce moment-là, j'y suis quand même allée. Alors le lendemain, j'avais des bleus tellement partout. Je suis allée donner une conférence et que ma cliente, c'était une conférence sur les violences intrafamiliales, ma cliente, quand je suis descendue de l'estrade, me dit « Et vous Marine, ça va à la maison ?» Parce que je m'étais pas rendu compte, j'avais un gros cocard, vraiment un joli bleu sous l'œil. C'est juste que je m'étais bouffé une pierre ou je sais pas quoi dans les vagues. J'avais des courbatures, j'étais très mal. Mais ça, je l'ai mis dans mon CV des réussites parce que j'ai dépassé ma peur de grosses vagues à ce moment-là. J'y suis allée. Je pense que s'il y avait des gens sur la plage et qui m'ont regardé, ils ont dû se dire « Elle va se tuer, c'est une catastrophe ». Mais moi, je m'en fiche. Je le vis comme une énorme réussite dans ce moment-là. Et la réussite, c'est pas forcément des trucs énormes. C'est des petites choses dans notre quotidien. Et c'est aussi tous ces moments où, si je reprends la femme qui était dans un codir dont tu parlais tout à l'heure, la chef dont tu parlais, peut-être que dans son quotidien, il y a des petites choses qu'elle fait, qu'elle réussit, et elle ne savait pas qu'elle savait les faire. Parce qu'en fait, on lui demande de faire un truc, elle va avoir un instant de panique, qu'elle va dépasser, elle va faire le truc, elle va réussir. Et après, au lieu de se dire si je l'ai fait, c'est que c'était faisable, c'est que c'était pas si énorme que ça, qui est vraiment un symptôme du syndrome de l'impostrice hyper présent, peut-être qu'elle peut se dire là j'ai assuré quand même. Et j'ai pas assuré par rapport à d'autres ou je ne sais quoi, j'ai assuré par rapport à moi-même. Je ne savais pas que je savais faire ça. Et donc pour moi, il y a encore un autre élément là que je veux apporter, c'est la question de sortir de la comparaison, qui est quelque chose quand même de beaucoup plus présent chez les femmes que chez les hommes. Je le vois quand je donne des formations en non-mixité, les hommes ne passent pas leur temps à regarder le physique des autres pour savoir s'il est mieux rasé que moi, s'il a plus de cheveux ou j'en sais rien. Nous, en tant que femmes, tu nous mets dans une pièce, la première chose qu'on va regarder, c'est est-ce qu'elle est mieux coiffée, mieux maquillée que moi, à partir d'un certain âge, est-ce qu'elle a plus ou moins de rides que moi, est-ce que ses seins tombent, etc., etc. Et le jour où on accepte de sortir de la comparaison et on prend un temps que certains pourraient considérer égoïste, et moi je le vois pas comme ça, mais chacun son point de vue, où on va se regarder juste soi en se considérant pas du tout par rapport aux autres, mais peut-être par rapport au soi d'il y a quelques années, et on va mesurer comme ça le chemin parcouru. Et la plupart du temps dans notre vie, en tout cas j'espère ne pas être la seule parce que c'est quand même une sensation bien cool, ça m'arrive plein de fois de regarder là où j'en suis dans ma vie et de me dire mais il y a 10 ans j'aurais jamais imaginé faire tout ça. Et pourtant moi, je peux te dire que je me sens quand même globalement légitime. Donc une fois de plus, j'ai cette chance-là et quand même il y a 10 ans j'aurais jamais imaginé faire tout ce que je fais aujourd'hui. C'est ce qui fait d'ailleurs que des fois je suis un peu fatiguée, c'est que je fais énormément de choses. Et je me dis, je vis cette sensation d'ubiquité temporelle, je me dis certainement dans 10 ans, je serai dans un espace que je ne peux pas imaginer aujourd'hui et je me réjouis de ça à l'avance. Je sais que j'aurai d'autres choses à ajouter à mon carnet de réussite à ce moment-là parce qu'en fait tous les jours, de façon consciente ou non,
je me challenge, si on peut dire ça comme ça. Et c'est ça aussi devenir chef de sa vie. C'est s'apprivoiser, c'est se connaître. C'est à un moment donné se dire que on n'a jamais 100% de l'espace décisionnel, ou pas toujours, mais que quand même, à partir du moment où on conserve une forme de petit pouvoir d'agir, en fait, on peut faire des choses et on peut se surprendre. Et donc, franchement, on peut se faire confiance parce qu'on est légitime. Et je peux te dire ça d'autant plus que dans ma vie d'experte sur les questions d'égalité, des imposteurs et des impostrices, j'en ai rencontré pléthore. Il y en a même avec qui j'ai écrit, il y en a même avec qui j'ai bossé. Et à chaque fois, c'est extrêmement douloureux pour moi. Mais ça s'appelle la vie. Et ces personnes ne doutent de rien. Quand je vois sur CNews une émission spéciale sur la ménopause, qu'il y a 5 invités, 5 mecs, il y en a un, c'est un gynécologue, il vient d'écrire un bouquin là-dessus. On peut dire que c'est un peu logique qu'ils soient là. Mais les 4 autres, c'est des experts BFM, comme je dis toujours. Ils ont un doctorat BFM TV. Le lundi, ils sont experts ménopause. Le mardi, ils sont experts monde agricole. Mercredi, ils sont experts immigration. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils se posent des questions sur leur légitimité ? Mais jamais. Donc autant je trouve un peu éculée cette phrase, cette citation d'une femme connue dont le nom m'échappe à l'instant, qui est de dire on obtiendra l'égalité au moment où il y aura des femmes incompétentes à tous les postes, etc. Bon, je ne surkiffe pas cette phrase. Autant je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, qui est qu'il y a plein d'espaces dans lesquels les femmes sont et seraient légitimes, et où il y a tous ces mécanismes d'autocensure. Mais le mécanisme d'autocensure, il vient pas de rien. Il vient du fait qu'à un moment donné, tu as une société, une éducation qui t'ont fait intérioriser l'idée que toi, tu vas pas savoir faire. Je retiens de tout ce que tu nous as dit que pour combattre le syndrome de l'impostrice, il faut se constituer son socle de légitimité. Et donc il y a plein de manières de le faire, travailler ses réussites, identifier ses réussites, on peut aller demander aux autres aussi de nous pointer du doigt là où ils nous ont trouvé légitimes, etc. En tout cas, gens bienveillants. Faire ce travail de, déjà, je suis dans ce syndrome, j'ai envie d'en sortir et je mène des actions qui vont m'aider à m'en sortir. Je retiens aussi de ce que tu dis qu'il y a une notion mentale, finalement très mentale, puisque généralement on est dans une rumination, on est dans des fausses images de nous-mêmes. Mais tu vois, quand tu parles du bodyboard, moi j'aime bien revenir dans mes coachings au corps. Et quand tu disais que quand on rentre dans une pièce, tout de suite on va se comparer physiquement aux femmes, t'as vu comment elle est coiffée, habillée, comment moi je suis, etc., etc. Je me faisais récemment la réflexion qu'il y a 10 ans, j'avais ce syndrome-là, très corporel. Moi, je me suis toujours trouvée ronde. Alors qu'en fait, quand je regarde les photos de quand j'étais plus jeune, je me dis, en fait, j'étais pas ronde. Mais j'avais cette image-là de moi. Et du coup, je voyais que les nanas hyper minces et tout. Et je me dévalorisais énormément, mais juste sur le physique. C'est incroyable. Bon, ça, c'est fille des années 90, hein. Et en fait, j'ai re-rencontré il y a pas très longtemps une femme que j'avais pas vue depuis une dizaine d'années et à qui je me comparais beaucoup. Et en fait, au moment où je l'ai revue il y a 3 semaines, ce syndrome-là physique n'était pas du tout présent. Et j'étais hyper bien dans mon corps parce que j'ai fait aussi tout ce travail de connaître mon corps, conscience de mon corps, je fais du yoga, etc. Et j'étais hyper fière de ça. Je me suis dit, waouh, mais quelle avancée de dingue, alors que je m'en étais pas rendu compte. Mais quand tu parles du bodyboard, quand tu parles de tout ça, c'est aussi revenir à des choses, à des actions qu'on fait avec notre corps. Et être en nous, avoir conscience de notre socle de légitimité, c'est aussi, j'ai presque envie de dire, sentir qu'on a les 2 pieds sur terre, qu'on est bien ancré, qu'on est nous, en fait, et qu'on respire, on vit, on agit. Et alors oui, peut-être on n'a pas toujours les compétences, peut-être on a des peurs, peut-être on n'est pas dans un contexte de pleine confiance, mais ça doit pas nous empêcher d'avancer, quoi. C'est ça que je retiens de tout ce que tu dis. Et j'ajouterais un autre élément, c'est que avoir conscience de soi, de sa légitimité, etc., ça nous permet évidemment de nous sentir légitimes au fait de poser des limites, ouais, à soi et aux autres, de les rappeler. Tu vois, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui je donne beaucoup de formations et de conférences, etc., sur la répartie. C'est qu'à un moment donné, quand dans un espace tu te sens légitime, tu vas aussi conduire les autres à te rappeler qu'en effet, tu es là, tu existes physiquement, psychiquement, que tu es une personne. Et je suis toujours très triste de rencontrer encore aujourd'hui beaucoup de femmes qui ont une conscience immense de l'humanité des autres et pas de la leur.
pas du fait qu'elles existent et que donc elles sont légitimes. Et ça, pour moi, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que finalement, sans mauvais jeu de mots, tout se tient par la barbichette. On est une personne complète. Et c'est vrai que nos corps, notamment, comme tu dis, filles des années 90, ça a été tellement un sujet. Et c'est encore aujourd'hui tellement un sujet. L'érotisation du corps des femmes, etc., fait que on vit dans quelque chose où on a par principe une forme d'insororité et de mise en concurrence les unes des autres qui, ne soyons pas dupes, quand on critique le physique d'une autre femme, on critique aussi le nôtre, ou en tout cas on scrute de façon intransigeante aussi le nôtre au travers de ce qu'on va projeter sur l'autre femme. Et pour sortir du syndrome de l'impostrice, pour moi le truc de base, vraiment l'élément de fond, c'est de se dire tout ce que tu as dit là, je suis vivante, etc. Et un dernier petit élément, c'est j'ai le droit d'être qui je suis, quoi que recouvre cet élément-là, parce que justement, j'existe et je suis vivante. Donc, je suis parfaitement imparfaite, mais ça s'appelle être vivante. Et bon, en fait, c'est déjà super cool. Je n'ai pas besoin d'être une autre, j'ai pas besoin d'être aussi bien, en tout cas, comme je pense que l'autre est aussi bien, parce que je suis déjà moi, et que moi, déjà, toute seule, je peux faire énormément de trucs. Comment, toi, tu t'es sortie de certains épisodes du syndrome de l'impostrice ? Déjà, moi, je suis hyper au clair avec mon parcours professionnel, engagé, etc. Quand j'avais 16 ans, une amie de ma mère m'a comparée à ma sœur, qui est une femme très belle, et qui l'était déjà à l'époque. Et elle m'a dit, après avoir dit à ma sœur qu'elle était très belle, etc., elle m'a dit « Tu vois Marine, toi t'es pas jolie, alors il faudra que tu sois intelligente. » Et ça, je me suis construite, tu vois, avec cette espèce de deuil d'un seul coup, de pouvoir plaire, séduire, et ce genre de trucs. Et je me suis toujours dit qu'il faudrait que je sois hyper intelligente, donc hyper cultivée, pour qu'on s'intéresse à moi. Ça m'a pris quand même au moins 20 ans pour que dans mes relations, notamment personnelles, ma relation à l'autre, etc., en fait, j'ai toujours hyper assumé mon corps, ses rondeurs, mon style, etc. J'ai pas de souci avec ça. Donc, j'ai l'air d'être à l'aise. Mais en fait, chaque fois que je rencontre quelqu'un, je me suis pendant longtemps dit faut vraiment que tu assures là intellectuellement, faut que tu les fasses rire, faut que tu les intéresses, faut que tu sois vraiment experte, etc. En fait, j'avais une intransigeance intellectuelle envers moi monumentale. Une pression de dingue. Mais oui, parce que je me disais comme t'es moche, faut que tu dépasses ça, quoi. Tu vois. Je pense qu'on a tous et toutes vraiment des vécus comme ça qui peuvent être un peu traumatiques sur des trucs. Et ça, par exemple, c'est un élément que j'ai dépassé sur mon syndrome de l'impostrice, d'être capable de plaire pas uniquement avec mon cerveau, à partir du moment où j'ai cessé de me comparer aux autres femmes. J'ai aussi beaucoup vécu, comme je te le disais, depuis mon enfance, dans des éléments de sororité. Vraiment, cette femme dont je te parle là, c'est l'exception qui confirme la règle de mon parcours à moi de fille et de femme. Donc j'ai pu beaucoup, à un moment donné, me sortir de l'idée que ma personne devait être séparée en deux entre l'intellect et le physique de l'autre. En fait, je suis qu'une seule personne. Je suis une personne multiple, mais je suis qu'une seule personne en même temps. Et que donc, finalement, ma question, est-ce que c'est vraiment d'être la plus belle fille de la Terre, ou est-ce qu'à un moment donné, on peut quand même me trouver jolie ou belle? Et moi-même, d'ailleurs, il y a des moments où je peux me trouver très bien, comme d'autres moments où je peux me trouver très moche, mais ça s'appelle la vie des gens. Tous les jours, on a un regard différent sur soi. Et donc, je l'ai dépassé parce qu'à un moment donné, j'ai accepté de répondre à cette question chaque fois que je venais essayer de me reviolenter avec cette phrase. À chaque fois, je me suis posé cette question, c'est comment tu réagirais s'il y avait une femme à côté de toi à laquelle tu tiens énormément, ta sœur, ta mère, une amie, etc., si elle te racontait un truc comme ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ? Et tu vois, aujourd'hui, je me suis dit, mais si je suis capable d'être sorore avec d'autres, pourquoi je ne le serais pas avec moi-même ? Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai connu quand j'ai eu un gros ennui de santé, quand j'ai monté ma boîte. J'ai passé 3 mois et demi en fauteuil roulant suite à ça. Et en fait, c'est un moment quand même où tu te sens hyper trahi par ton corps. Et où tu es littéralement, physiquement empêché dans ton quotidien. C'est ton mec qui te lave, qui te fait manger, etc. Et dans ce moment-là, je me suis dit, alors, là, c'est important d'être belle ou pas ? Et après, je me suis dit, en fait, carrément pas. Ok, qu'est-ce que tu dirais à une amie ? Qu'est-ce que tu dirais à une femme importante pour toi ? Et je me suis rappelée de tout le socle de légitimité que mes parents m'avaient transmis, et notamment de cette phrase de ma mère qui me disait toujours, la personne la plus importante au monde pour toi, ça doit être toi.
Et si tu ajoutes à ça une autre phrase de mes parents, on dirait un peu une émission psychanalytique, mais c'est pas grave, une autre phrase de mon père qui me dit toujours « serre-toi de ta peur », tu vois, quand tu mélanges tous ces éléments-là, aujourd'hui, chaque fois que j'ai envie de me dire que je suis pas légitime, que j'ai envie de venir creuser ça, eh ben je me dis, ok, si en face de toi, t'avais cette femme qui est toi, t'aurais envie de lui dire quoi ? Et ça m'oblige, comme je projette cette sororité sur une autre, à la voir envers moi. Une fois de plus, ça veut pas dire qu'on arrête d'avoir une forme d'humilité, ça veut pas dire qu'on arrête de se remettre en question, ça veut pas dire qu'on va se la péter. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, on va arrêter d'être violente envers soi, parce que cette auto-violence, elle vient vraiment nourrir notre syndrome de l'impostrice. Et à un moment donné, je suis qui je suis, et puis ça va en fait, parce que la preuve, il y a des gens qui m'aiment et moi je suis capable d'aimer des gens. Bon, c'est cool. J'explore aussi le sujet de la place et de notre place dans le monde. Moi, je fais aussi un lien entre légitimité, imposture et le fait qu'on soit ou pas à la bonne place. Comment ça résonne chez toi, cette histoire de place, et comment est-ce que toi, peut-être, comment t'as trouvé ta place ? Raconte-nous un peu cette histoire-là. En fait, je sais pas si j'ai trouvé ma place, si on me l'a donnée ou si je sais pas trop quoi, parce qu'en fait, je me suis jamais trop posé la question. C'est tellement toute ma vie, ces sujets, depuis le CP. J'ai tellement lu tout ce que je pouvais trouver, échangé avec toutes les personnes ressources que je pouvais trouver au fur et à mesure, etc. Je pratique tellement aujourd'hui avec les gens qui font le même métier que moi et qui en sont capables, ce que j'appelle une concurrence sorore. C'est-à-dire quand je me suis installée en Bretagne, il y avait un gros cabinet qui existait, que tout le monde connaissait et que tout le monde connaît encore aujourd'hui. Je me suis dit, mais moi, toute petite, toute minuscule, etc., elles sont là depuis 20 ans. Est-ce qu'à un moment donné, je vais décider d'aller contre elles et d'essayer de les dépasser, ou je vais juste tracer mon chemin à moi ? Il s'avère que depuis 6 ans que j'ai Egalus, on se croise régulièrement. Parfois, il y a des formations, elles font la première session, je fais la suivante. De temps en temps, on se repasse des clients et ce genre de choses. Pour moi, c'est la preuve que même dans un espace qui peut sembler hyper concurrentiel, tu peux avoir ta place. Donc, je crois que on passe beaucoup de temps à se poser la question de notre place, là où, au final, est-ce que vraiment ça devrait être une question ? Je suis pas sûre. Moi, je me pose rarement la question de ma légitimité à être à tel ou tel endroit ou faire telle ou telle chose. Parce que globalement, pour être là où je suis, en général, j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup engagée et je me reconnais cette valeur-là. Et je suis donc de fait capable de reconnaître aussi la légitimité des autres. C'est d'ailleurs ce qui fait aussi que je peux voir les imposteurs et les impostrices dans mon sujet. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui se considèrent experts ou expertes de ces questions parce qu'ils connaissent 3 chiffres et qu'ils ont suivi 2-3 formations. C'est quand même, on va dire, un peu plus technique que ça. Mais en fait, c'est aussi que je me compare pas. Donc, si je me compare pas et que je pars du principe qu'il y a potentiellement de la place pour tout le monde, je vais faire mon truc. Et aujourd'hui, mes clients et mes clientes, et notamment ceux avec lesquels je travaille depuis longtemps, s'ils me recontactent moi, ils sont capables de m'expliquer pourquoi. Et c'est le fait que, oui, j'évoque le même sujet que d'autres cabinets, mais j'ai ma valeur ajoutée, qui est la personne que je suis, de fonctionner beaucoup par l'humour, par le décalage, sur des sujets qui sont très sensibles, très polémiques, dans lesquels je peux tomber sur des personnes très réfractaires, parfois, qui vont remettre en question non seulement ce que je peux expliquer, non seulement les éléments techniques et scientifiques que je vais apporter, mais aussi finalement le thème de fond que sont les inégalités, par exemple. Et ça, je me sens hyper tranquille par rapport à ça. Je pense que le dernier élément à propos de la question de ma place, c'est aussi que quand tu travailles sur des sujets comme le mien, tu t'en prends tellement plein la tronche depuis des années. En manif, je me suis fait bousculer, insulter, en tant que travailleuse sociale aussi. Sur les réseaux sociaux, j'ai subi pléthore de raids masculinistes et ce genre de choses. Et encore là, il y a très peu de temps. Au point que j'ai fini là par quitter certains réseaux parce que j'étais quand même un peu fatiguée au bout de des années de bagarre et que je me suis dit que j'avais envie de mettre mon énergie ailleurs. Qu'il y a un moment donné où... Moi, je pars du principe aujourd'hui que si des fois j'agace avec mon sujet, c'est qu'il se passe quelque chose, c'est que ça vient toucher un truc intime. Donc, en fait, il n'y a rien qui peut m'arrêter, rien ni personne. Ma seule limite aujourd'hui, c'est vraiment moi, et pas seulement moi en termes de capacité, mais aussi en termes d'envie. Est-ce que quand on me propose un truc ou quand là, ce serait possible de faire quelque chose, je me dis plus est-ce que j'y aurai ma place, je me dis est-ce que j'ai envie d'y aller. C'est le privilège que j'ai mis 23 ans à me construire. Mais je reconnais que c'en est un quand même. Dans cette histoire de place, moi je travaille aussi avec toujours des membres de comité de direction
qui, parfois, au-delà de la légitimité technique, se sentent dans une place un peu étriquée ou se sentent finalement pas à leur place. Parce que y a une histoire d'envie, il y a une histoire à la fois d'envie, peut-être d'avoir ce rôle, mais pas dans ce contexte, pas dans cette entreprise, pas pour faire ce métier-là ou suivre ce projet d'entreprise-là, et où à la fin, on se remet soit en question en mode je suis une impostrice, mais on va pas forcément chercher le fond de ce syndrome qui est, en fait, c'est juste que t'es pas à la bonne place parce qu'il y a un des éléments, un des facteurs qui ne te correspond pas et donc t'as pas envie d'y être et tu te forces. Et donc comme tu te forces, ça marche pas, quoi. Et donc cette notion de écouter son intuition, où est-ce que je peux vraiment agir parce que j'ai envie d'agir, pas parce que je dois agir. C'est aussi ce que je retiens de ta réponse. Il y a un élément important à mon sens dans tout ça, c'est aussi le fait qu'à un moment donné, quand on devient chef de quelque chose, dans la majorité des situations, c'est parce qu'à un moment donné, on a tout construit pour en arriver là, ou c'est parce qu'on nous l'a proposé et que, on va dire, on a dit oui. Et à partir de ce moment-là, on va développer une forme d'exigence accrue envers soi-même, qui fait que, en effet, on peut ne pas écouter notre instinct, notre intuition, je sais pas comment on peut dire ça, qui nous envoie le message très fort que ça n'est pas le bon endroit. Et c'est vrai que c'est un peu ce moment-là où on va se flétrir intérieurement et où on va connaître ce qu'on appelle en psychologie sociale le faux self, c'est-à-dire le décalage entre ce que tu fais et ce que tu penses vraiment, ou entre ce que tu fais et ce que sont tes valeurs, etc. Et c'est compliqué. Ce que tu résumes aussi par le pas envie, parce qu'en fait on se dit ça c'est pas moi au final. Alors quand on dispose du privilège d'être dans ces espaces-là, c'est vrai que c'est un peu, on va dire, dommage de tout lâcher très rapidement parce qu'on se dit quand même, je suis la première femme à accéder à telle chose, ou femme comme homme, on se dit quand même, j'ai la chance d'être là. Moi, ce que je trouve intéressant à dire à ces personnes, c'est bon, tu l'as fait. Ça y est, ça s'est coché dans ta liste. Il n'y a rien ni personne qui devrait pouvoir te dire ou décider pour toi combien de temps tu dois rester. En fait, t'es venu, au bout de 3 semaines, tu t'es dit « Bon, je crois que c'est pas pour moi », tu commences à chercher ailleurs, tu as le droit. Parce que la vie, jusqu'à preuve du contraire, je suis pas spécialiste de ces questions, mais t'en as qu'une. Et c'est pas parce que toi, tu vas te flétrir intérieurement et qu'à un moment donné, tu vas vraiment être en grande souffrance que l'entreprise, elle va... aller mieux ou moins bien ou ce genre de choses. En fait, chaque personne est importante. Si je me sens légitime à m'écouter et si je me dis à un moment donné, plutôt que de me dire « Ah, je ne serais restée que tant de temps », plutôt que si je le tourne de façon positive en me disant « En fait, j'ai quand même réussi à accéder à cet espace-là », ce qui est immense parce que tout le monde n'y accède pas. En fait, juste, j'ai coché quelque chose, je l'ai fait et je peux être fière de moi, je peux le mettre dans mon carnet des réussites. Il n'appartient à personne de décider combien de temps je devrais rester. Ça, c'est ce qui se passe, on va dire, dans la réflexion entre soi et soi. J'entends bien qu'après, dans le réel, tu as un crédit IMO à payer, tu élèves seul tes enfants, enfin, il y a plein de réalités qui font que tu vas devoir rester. Mais tu peux aussi rester à un moment donné et continuer à te sentir légitime dans cet espace en te disant, bon, premier point, j'ai accédé à cet espace-là. Deuxième point, je suis légitime à y être et à y rester. Troisième point, je vais m'écouter suffisamment et me trouver moi-même suffisamment important ou importante pour me dire que ça me convient pas. Donc, je vais commencer à préparer déjà la sortie. Et la sortie, elle peut être dans 1 semaine comme dans 2 ans. Parce qu'il y a des réalités qui rentrent en ligne de compte, qui sont différentes d'une personne à l'autre. Mais je me suis écoutée et je suis partie du principe que le point de vue le plus important, c'était le mien. Je pense que toi, comme moi, comme bien d'autres personnes qui vont nous écouter, dans notre vie, il y a des moments, je disais tout à l'heure, où nous faisons des choix qui ne semblent pas forcément logiques pour nos proches, qui nous disent « moi, j'aurais pas fait comme ça ». Les rares fois où ça m'est arrivé dans ma vie, je vais être un peu crue, mais où on m'a dit des trucs comme ça, moi j'aurais pas fait comme ça, ce que je réponds c'est cool, je m'en tape. En fait, tu n'es pas moi, tu n'as pas ma vie, tu n'as aucune idée de ce qui se passe entre moi et moi-même dans mon dialogue intérieur. Et tu n'as aucune idée de ce que sont mes enjeux absolument intimes. Donc, je suis ravie d'avoir ton avis, mais je ne l'ai pas sollicité. Et évidemment que toi, tu aurais fait différemment, puisque ça aurait été toi qui l'aurais fait, et pas moi.
Donc juste, si j'ai besoin d'un avis, si j'ai besoin d'un conseil, j'aurais aucun problème à te le demander. Mais là, c'est juste, ok, cool story bro, quoi. Ok, bah cool, j'en parlerai à mon cheval. Moi, j'ai fait comme ça et les raisons pour lesquelles je l'ai fait, ça me regarde. Et c'est là aussi qu'on revient au syndrome de l'impostrice, un peu finalement après coup. C'est que des fois, on se dit, oh là là, j'ai fait ça, mais c'était pas ma place, c'était pas ma légitimité, etc. Oui, mais quand même, tu l'as fait, quoi. À un moment donné, je pense qu'on est nombreuses et nombreux à avoir réussi, à avoir fait des choses ou à avoir tenu des fois dans des moments d'adversité absolue et d'avoir continué à bosser. Tu vois, il y a quelque temps, j'ai perdu un bébé, ça a l'air de rien, et statistiquement, blabla. En fait, 3 jours après, je donnais une conférence. Tu vois, dans mon corps, dans ma tête, j'allais hyper mal. Et ça s'est pas vu. Et à la fin, j'ai le même nombre de gens que d'habitude qui sont juste venus me dire merci, c'était super intéressant et blabla. Et en plus, c'était quelque chose qui faisait largement écho à des éléments de mon vécu actuel. Personne ne sait, hormis mes proches, l'état dans lequel j'étais une fois que juste on a éteint la lumière et que je suis remontée dans ma voiture. J'ai fait le job. Ça, pour moi, c'est à mettre dans mon carnet des réussites. J'ai tenu debout. Je l'ai payé après. Mais sur le moment, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et en fait, quand on s'engage à un moment donné dans notre vie, dans notre truc, on fait tous et toutes des choses où on se dépasse. Et on peut se dire juste, c'est normal, t'avais un contrat, t'étais payé, c'est comme ça, on t'a donné une place dans ce codir, donc faut que t'assures. Ou à un moment donné, on peut juste se dire, ouais, mais c'était dur. Et j'ai le droit d'avoir eu des difficultés à le faire, à ne pas avoir eu envie d'être là, à considérer que pour moi, pour mon corps, pour mon psychisme, pour mes proches, c'était pas le bon moment d'être là. Mais quand même, je l'ai fait. Et tu vois, finalement, quand on tire le fil de tout ce qu'on s'est raconté depuis tout à l'heure, on revient toujours à notre socle de légitimité. C'est quoi que je vive, à un moment donné, j'ai fait des choix, j'ai fait des choses, et tout ça vient montrer à quel point j'existe et à quel point je suis vivant ou vivante, et donc à quel point je suis légitime dans ce que je fais aujourd'hui, et même, projetons-nous, dans ce que je ferai après. Si ce après, c'est quitter ce codir parce que vraiment je m'y sens pas bien, plutôt que de faire le bilan de ça en me disant je suis pas restée longtemps, que peut-être d'autres me diront, je peux peut-être plutôt le voir en positif pour une fois et me dire ouais, mais je l'ai fait. Voilà, ça je l'ai assuré, quoi. Je l'ai fait et j'ai su m'écouter et partir au moment où c'était juste pour moi. Le pour moi, tu vois, pas dans les attentes des autres, pas dans ce que me dit la société, et surtout, en tant que femme, quand on accède à des espaces qui sont pas traditionnellement féminisés, on a toujours aussi un sentiment un peu d'être redevable. Oui, on m'a donné ma chance. Oui. Oui, ok, cool, et alors ? Ça veut dire que je vais aussi pouvoir reconnaître autre chose que le syndrome de la Schtroumpfette, qui est d'être une femme seule parmi les hommes. Je vais pouvoir faire monter d'autres femmes. Et là, je reviens à ma sororité. En fait, tout se tient une fois de plus. Marine, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai quelques dernières questions pour toi. Comment est-ce que tu prends soin de toi et de ta santé mentale et physique ? J'ai écouté ton podcast dans lequel tu interviewais Yvan, expert comptable, et j'ai beaucoup aimé la réponse qu'il te faisait, que j'ai trouvé une réponse très franche. J'invite évidemment les personnes qui vont écouter cet épisode-là à écouter tous les autres, et notamment celui-ci, et bien sûr. Donc moi, je vais faire la réponse pour moi. C'est que j'ai toujours vécu, de par mon engagement et ma vie professionnelle, dans des environnements qui pouvaient par moments être extrêmement violents. Donc j'ai dû mettre en place beaucoup de mécanismes pour survivre psychiquement, ne pas développer de syndrome vicariant et ce genre de choses. Donc globalement, je pratique la solitude choisie. Ça, c'est extrêmement important pour moi. Je coupe tout, rien ni personne n'existe, y compris mes proches. Je me paye des semaines complètes chez moi dans la Hague, en Normandie, dans un gîte où je fais que voir la mer pendant 1 semaine. Et où je ne fais rien, dans le sens rien de constructif. Je ne suis plus chef d'entreprise, je ne suis plus experte de rien, je suis plus féministe, je suis Marine. Voilà, Marine en pyjama devant les vagues, trop cool. Donc il y a ça, il y a vraiment cette réflexion d'avoir des moments dans le travail social qu'on appelle le vivre sans. Donc il y a des moments où je préviens mes proches, je ne veux qu'on ne me raconte rien de négatif. Je ne veux pas savoir ce qui se passe dans le monde, je ne veux pas que des victimes témoignent auprès de moi de choses compliquées qu'elles ont vécues parce que je ne pourrais pas le recevoir, je pourrais pas être efficiente envers elles et moi ça va me faire mal. Et je veux en fait me recentrer sur mon corps, mon esprit, ce qui se passe pour moi et dans ma vie avec mes proches.
Et je me coupe aussi beaucoup des réseaux sociaux de façon cyclique. Sur LinkedIn, je programme mes posts et je viens quand je peux venir. Ce qui n'empêche pas, tu vois, tu m'as repéré par ça, donc mes posts, ils sont engagés et tout, il y a pas de souci. Je fais pas un truc juste promotionnel, c'est très incarné, en tout cas j'espère, mais je me protège, je réponds quand je peux. Et puis, dernier élément pour moi, c'est qu'aujourd'hui, je fais vraiment le point sur ce qui est l'urgence ou pas. Et avant, je me mettais beaucoup d'exigences en termes de présentéisme à moi-même pour mon entreprise, etc. Et aujourd'hui, j'accepte que j'ai un cerveau qui fonctionne d'une certaine façon dans le travail et je me fais tellement confiance que je sais que de toute façon, je vais le faire, je vais y arriver, je vais tenir mes deadlines, etc. Donc j'arrête de me mettre une pression pour être conforme à ce que j'imaginais au début qui était un chef ou une chef d'entreprise, un dirigeant ou une dirigeante. Ça, pour moi, c'est plus que pertinent, tu vois, c'est vital. Et c'est plein de petites choses comme ça qui font que j'ai des moments où ma vie, c'est d'être enfermée dans mon bureau avec mes bouquins. Et ça, c'est précieux, c'est vital parce que j'ai toujours eu besoin de ça. Quand j'étais enfant, j'avais un frère et une sœur plus jeunes et mes parents ont fait en sorte que mon économie familiale respecte ce besoin-là. Donc je sais à quel point c'est mon oasis. Aujourd'hui, j'ai aussi construit une vie familiale qui me permet de disposer de ces temps-là avec des proches pour lesquels il y a cette négo. Il y a des moments où je ne peux pas être là, ni pour toi, ni pour personne. Et parce que c'est des moments où moi, je donne tellement dans tout ce que je fais, je suis tellement à 100%, je suis tellement à fond, que si j'ai pas ça, il y a un moment donné où en fait, je vais plus me retrouver, je vais mourir psychiquement. Et je ne veux pas connaître ça parce que je l'ai trop vu, notamment chez des professionnels du travail social. On est tellement à longueur de temps à la fois penché sur l'autre et l'autre qui pose sur notre épaule son vécu et ses difficultés que des fois on se regarde plus et après on se reconnaît pas. Et moi je veux toujours me rappeler de qui est Marine avec tous ces trucs cool et évidemment bien sûr tous ces trucs chiants. Quel est ton rapport au beau et au bon ? Alors pour moi c'est extrêmement important. Je pense que et surtout en plus je pratique sur ces éléments-là vraiment l'ubiquité temporelle, c'est que j'adore voir de belles choses qui vont toujours me rappeler quelque chose d'autre que j'ai vécu. Et donc à la fois là je suis en train de regarder des tulipes qui sont magnifiques et elles me font penser aux fleurs qui étaient superbes chez mon grand-père. Et en même temps que je suis là en train de regarder ces tulipes ici et de te parler, eh bien je suis en même temps avec mon grand-père dans son jardin. Et c'est pareil le rapport avec le bon. J'adore cuisiner, je cuisine beaucoup. Mon père est un super cuisinier. Dans ma famille, la nourriture, c'est important du fait de mon histoire familiale. Donc, le bon, par exemple, au travers de la nourriture, c'est hyper réconfortant. Et d'ailleurs, clairement, quand j'ai les boules parce que j'ai subi un raid masculiniste, en général, mes proches le savent parce que je vais cuisiner un max dans ce temps-là, où je vais cuisiner beaucoup avec mon conjoint et je vais penser à plein de recettes et tout. Pour moi, c'est hyper important parce que le beau et le bon, ça fait partie, on va dire, des éléments pour connecter à la fois notre psychisme et notre corps. C'est-à-dire que tes sensations et tes pensées, tout est hyper connecté quand tu vois un truc beau ou quand tu vis quelque chose qui est bon, un bon moment, ou quand tu manges quelque chose qui est bon. Et moi, je le ressens évidemment dans ma tête, mais je le vis aussi dans mon corps et je suis capable de me dire ce que j'ai ressenti physiquement dans plein moments de ma vie, notamment les bons et les beaux. Je peux tout à fait m'y reconnecter là à l'instant et revivre ce truc. Et quelle chance d'être humain et d'avoir cette possibilité-là. Quelle est la place de la nature dans ta vie ? Elle est centrale aujourd'hui dans mon quotidien. Je viens de la mer et je peux pas vivre sans la mer. Mes parents ont fait un bon choix, je pense, en m'appelant Marine. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vivre dans un espace très préservé. J'ai toujours eu le projet un jour d'être propriétaire et d'avoir un grand terrain avec une petite maison. Aujourd'hui, j'ai ça. Et en fait, ma maison, elle est ouverte sur l'extérieur et sur la nature. Avant d'arriver chez toi, j'ai forcément fait un petit détour par la mer. Enfin, tout ça est hyper présent dans mon quotidien, justement parce que la nature, c'est l'espace potentiel du beau et du bon que tu peux retrouver à tout instant. Et puis, ma pensée aujourd'hui, elle va beaucoup vers ce qu'on appelle l'écoféminisme. Donc pour moi, cette connexion à l'espace dans lequel on se trouve, elle est hyper importante. Et je suis vraiment heureuse d'avoir vécu et de m'être offert
aussi, par mon travail, par mon engagement, des étapes différentes dans ma vie qui m'ont permis, dans des moments où j'en avais vraiment spécifiquement besoin, d'être très proche de la nature, et puis d'autres moments d'être plus urbaine. Ça, pour moi, c'est un immense privilège que je me suis donné par mon travail et par mon engagement. Le choix. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux hommes qui nous écoutent, aux chefs qui nous écoutent ? J'ai envie de dire, messieurs, détricotez-vous sur la question des stéréotypes, parce qu'en fait, je rencontre énormément d'hommes et notamment de dirigeants qui me disent, pour moi, ce qui est important, c'est la compétence. Et ils sont extrêmement sincères quand ils le disent. Mais femmes comme hommes, nous avons intériorisé des stéréotypes qui font qu'à tout instant, de façon souvent très inconsciente, en fait, nous faisons des différences entre les femmes et les hommes. Et donc, si on ne se fait pas accompagner là-dessus, en tant qu'homme, comme encore aujourd'hui beaucoup dans la société, les espaces de pouvoir, de responsabilité, de médiatisation restent des espaces très masculinisés. Mais en tant qu'homme, on a beaucoup plus de chances de se retrouver dans ces espaces-là et donc de risques de, sans le vouloir, conduire des femmes à être en difficulté ou laisser des femmes être en difficulté et sans le vouloir aussi flatter leur syndrome de l'impostrice. Et donc si je termine là-dessus, j'ai envie de dire, messieurs, quand vous voyez les compétences autour de vous, quand vous voyez celle d'une femme, dites-vous que globalement elle a encore plus galéré que les hommes pour en arriver là où elle en est. Donc offrez-vous la possibilité d'être mentor aussi pour des femmes sans paternalisme, mais vraiment en vous disant le parcours d'obstacles qu'un homme et une femme auront connu pour arriver là devant moi n'est clairement pas le même. Donc je sais que globalement, les femmes qui arrivent jusqu'à moi, non seulement elles ont galéré, mais elles ont dû développer des compétences hyper transversales et que moi je vais pouvoir utiliser, qui sont juste immenses. Profitez de, même si je ne surkiffe pas toujours évidemment de citer cette femme, mais profitez de ce que Hillary Clinton appelle le vivier immense que sont les femmes de compétences encore aujourd'hui trop peu visibles. Et donc, qu'est-ce que tu as envie de dire aux chefs qui nous écoutent pour terminer ? Alors, je pourrais sortir un slogan féministe du type « Vous êtes légitime, allez-y, osez ». Mais derrière tout ça, il y a parfois aussi une forme de pseudo-injonction. Parce que si tu as une femme qui ose pas, elle va se dire « Elle est bien sympa la fille, mais en fait, ça veut dire que je suis nulle. » Et évidemment, non. Donc, je dirais plutôt c'est important de s'écouter à un moment donné et juste d'être amie avec soi-même. De se dire cette question, tu vois, dont on a parlé tout à l'heure, à un moment donné, est-ce que ces questions-là, est-ce que posées comme ça, je les poserais à une autre femme ? Si non, si je ne serais pas aussi rude envers une autre femme, il n'y a objectivement aucune raison que je sois aussi intransigeante envers moi-même. J'ai gagné et je me suis offert le droit d'être là où je suis et là où je serai demain. Merci beaucoup, Marine. Et merci à toi. Je mets en commentaire de l'épisode tous les liens concernant ton compte LinkedIn et puis les livres, évidemment, que tu as écrits. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt, oui. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Chef. J'espère qu'il vous a été utile pour mieux vivre votre rôle de chef si épanouissant mais aussi si complexe. Merci pour votre soutien et pensez à vous abonner à la chaîne du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça vous permettra d'être informé à chaque fois qu'un nouvel épisode est diffusé. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter que j'envoie un vendredi par mois et si vous avez des questions, je vous rappelle qu'il y a le répondeur de chef sur lequel vous pouvez laisser des messages vocaux et j'y réponds soit directement par email, soit par l'intermédiaire d'un épisode de podcast quand votre thème concerne plus de monde que vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.